Quand ma mère a accouru pour stopper le bus, il n'a pas compris ce qui se passait. Donc elle lui faisait dégranger de stop et elle s'est jetée sous le bus pour retirer ma fille. Donc lui il descend. Donc déjà, parce que je vais donner une autre information, mais quand ma mère s'est jetée, donc retiens bien cette partie-là, donc ma mère s'est jetée, le conducteur n'a même pas eu le temps de descendre que ma mère était déjà sous le bus en train de descendre. Donc il dit qu'est-ce qu'il y a et les gens lui disent t'as écrasé une petite fille. Du coup il remonte, apparemment dans les bus il y a un levier exprès pour remonter un peu le châssis comment on appelle ça, du bus. Et puis ma mère retire Shaima qui était encore à ce moment-là dans les vapes mais encore en vie et elle la dépose et là, à ce moment-là, quand il réalise, donc il fait le déplacement, il voit ma fille, certaines personnes le week-end à part truc, moi je vais au cimetière, par exemple. Voilà. Asma, le 17 décembre 2020, vers 17h15, ta fille Shaima, âgée de 3 ans, a été écrasée alors qu'elle était en vélo, sur son vélo, sur le trottoir, par un bus qui rentrait pour se garer dans les locaux de la ville de Pantin. Ta fille de 3 ans, Shaima, était accompagnée par ta mère, donc par sa grand-mère et par ton frère, qui est âgé de 14 ans. Asma, tu es là pour partager ton témoignage. Moi, je suis là pour t'accompagner dans ta prise de parole. La première question, elle est la suivante. Asma, pourquoi depuis 3 ans tu as un sentiment d'injustice? Alors tout simplement parce que j'ai appris Le sentiment d'injustice est venu que lorsque j'ai appris en fait la décision qu'avait pris le procureur. Au départ c'était une longue attente, donc de 1 an et demi. Et l'année 2022, donc au mois de mai, donc je décide de prendre un nouvel avocat, Monsieur Benezra, et celui-ci donc prend l'affaire. Et au mois de juillet, il m'informe qu'on a classé mon affaire sans suite, et ça sans même m'en informer, parce que dans la procédure légale, quand vous déposez plainte, automatiquement, soit donc il y a un procès parce qu'il y a eu un homicide, volontaire ou non, et par la suite, soit on va décider de classer l'affaire ou de donner suite. Mais quand on classe l'affaire, vous recevez automatiquement un courrier en accusé de réception qui vous informe de la décision qui a été prise par le procureur. Dans mon cas, moi, la lettre ne m'est jamais arrivée. Donc déjà, là, il y a une défaillance du système juridique. Donc à se demander, est-ce que c'était fait exprès? Donc là, on a premier sentiment d'injustice. Et le second, c'est comment on peut classer cette affaire sans suite alors que ma fille est morte sur un trottoir, comme tu l'as signalé, donc sur la chaussée, alors que normalement, tout être humain, tout enfant, toute personne devrait être en sécurité, chose qui n'a pas été le cas. Et il faut quoi comme élément pour que ce soit assez suffisant pour que le procureur estime que, ah non, finalement, on va bien avoir un procès. Donc affaire classée sans suite alors que tu avais déposé plainte contre le chauffeur du bus pour homicide involontaire. Je te propose qu'on parle de l'aspect juridique un petit peu plus tard. Et vous pourrez nous dire également à la maison si vous comprenez ce sentiment d'injustice d'Asma, de toute sa famille, une fois que vous aurez entendu son histoire en détail. Ce 17 décembre 2020, comment tu l'as appris? Parce que tu vis dans cette rue. C'est ça. Je vais te demander de nous parler de cette rue qui est connue quand même, qui était connue avant qu'il y ait des changements qui aient été faits. On en parlera pour être pas très sécurisante et sécurisée. Comment tu as appris que ta fille avait été écrasée par le bus? Alors, par téléphone, ma sœur m'envoie un message, elle me dit « rentre en urgence, il y a un souci ». Je me dis « qu'est-ce qui se passe ?» Donc j'appelle, mon réflexe premier c'est d'appeler. On me dit juste « viens ». Mais donc j'insiste, qu'est-ce qu'il y a? C'est maman, c'est papa, je pense même pas à ma fille à ce moment-là. C'est papa, c'est maman, parce que ma mère était à l'hôpital quelques jours avant pour un calcul rénal. Et du coup, je me dis, mais peut-être que ça c'est compliqué. Et elle me dit, non, pas du tout, c'est ni maman ni papa, viens. Et elle ne me donne pas plus d'informations. Ma petite sœur, je l'appelle, je lui dis, écoute, on me dit ça, machin, qu'est-ce que je dois faire? Et enfin, je lui dis, est-ce que toi, tu as plus d'informations que moi? Mais là, je suis en route.
Elle me dit, donc déjà elle pleure, elle me dit non, non, va à la maison et on se retrouve tous là-bas. Donc déjà, en plus, à ce moment-là, donc, j'ai un instinct qui me dit, mince, c'est ma fille, parce que si on ne me dit pas le pourquoi du comment et on me dit, viens, c'est une urgence, il ne reste plus que ma fille. Je me mets en route, je me mets déjà à pleurer, mais je ne savais pas pourquoi je me mettais à pleurer, mais je me mettais déjà à pleurer, je me dis, non, mince, on ne me dit pas que c'est ma fille, mais je veux même pas entendre que c'est ma fille. Et une voiture de police, donc de la ville de Pantin, m'escorte, m'emmène jusqu'à les lieux de l'accident. Et quand j'arrive, donc je vois que la rue est banalisée, des grandes lumières, donc un peu comme celle que tu as ici au studio. Et je me dis, mais attends, d'habitude, ma rue, elle n'est pas aussi éclairée en période de décembre, donc qu'est-ce qui se passe? Et donc j'avance, le médecin se présente à moi, me dit, écoutez, voilà, c'était moi le médecin qui a assisté votre enfant. Et donc moi, je la coupe, je lui dis, ma fille, elle est vivante ou morte? Et en fait, c'est les regards des gens où j'ai vu de la peine, de la tristesse de personnes très proches. Donc je me dis, mais c'est pas possible, je sais pas ce qui est en train de se passer. Et donc elle me dit, non, mais vous savez, je lui dis, écoutez, ma fille, elle est morte ou pas? Donc déjà, j'étais très brute, en tout cas, avec cette jeune femme. Et elle me dit, oui, effectivement, je suis désolée, votre fille est décédée. Donc je lui dis, ok, mais je veux la voir parce que c'est pas que je vous crois pas, mais je veux la voir. Donc elle m'accompagne devant le corps de mon bébé. Et effectivement, je vois une mare de sang, je vois ma fille, je vois ma mère avachie contre le mur, assise au sol. Je m'installe au sol. Bon, elle est toute nue parce qu'ils étaient obligés les pompiers Massage cardiaque. C'est ça. Donc ils sont obligés de la déshabiller. Et donc je vois son petit corps, je me dis, on est en hiver, elle est par terre, donc je la prends dans mes bras, je la mets sur mes genoux. Et donc je lui dis, Shaima, et pas du tout, donc pas de réaction, donc effectivement, pas de pouls, pas de machin, elle est morte. Et donc je regarde le bus, c'est énorme, je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est juste à côté de chez moi. Et je me dis, non, c'est pas possible, donc c'est quoi un accident? Il aurait dû avoir lieu sur la route. Est-ce qu'elle était sur la route et on l'a amenée, on regarde, on me dit pas du tout. Le chauffeur est monté sur le trottoir. Il n'a pas vu votre fille. Et moi, de là, donc, je pars en vrille. Et je dis, mais comment ça, il ne l'a pas vue? C'est une ligne droite. Et on me dit, bah oui, mais voilà. Et je leur dis, il est où? J'ai eu des propos assez durs envers cette personne, d'ailleurs. Quels propos? Tu t'es dit quoi? En fait, j'ai dit, ramenez-le-moi, je vais lui arracher ses yeux. Parce qu'apparemment, il ne l'a pas vue. Donc, juste qu'on remette les choses à égalité. Ma fille est morte, lui sera aveugle. Comme ça, quand il dira, je n'ai pas vu, ce sera une bonne raison de dire, je n'ai pas vu. Et le lendemain, donc, ma fille est emmenée au centre médico-légal. C'est la procédure. Pareil, il y a eu un défaut. À ce moment-là, on me dit non, vous inquiétez pas, on va vous emmener, vous et votre fille. Donc moi, je suis emmenée à l'hôpital, à Vicenne. Et ma fille, pas du tout. Donc j'attends et on nous met dans 2 voitures différentes. On me dit par sécurité ou par... Je savais pas pourquoi ils nous séparaient. Mais c'est la procédure. Donc je me plie à la procédure, même si à ce moment-là, je voulais rester à côté de ma fille. Et pas du tout. Donc quand j'arrive à l'hôpital, on me dit, écoutez, non, ici on ne ramène pas les morts. Si votre fille était déjà décédée, votre fille est partie au centre médico-légal si c'est un accident routier. Et je leur dis, mais donc moi, pourquoi je suis là? Parce que vous devez être assisté par des psychologues. Je dis, mais j'ai pas besoin de psychologue, moi j'ai besoin de voir ma fille. Et je lui dis, je comprends pas, on me ramène ici à mon insu, contre ma volonté. Donc je me suis mise encore plus à pleurer parce que le détachement avec ma fille était trop brusque. Et du coup, je rentre chez moi, tout simplement. Je quitte l'hôpital. Je rentre chez moi. Donc, je me dis, allez, ma vie, là, commence à ma fille. Et c'est une information, Sam, que tu ne peux pas te rentrer dans la tête. Je lui dis, non, c'est pas possible, c'est un cauchemar. Donc, je prends son petit pyjama qu'elle a enlevé le matin. En plus, je l'emmenais à 14h parce que je ne l'ai pas emmené le matin parce que j'étais en cours à distanciel. Et puis je me suis dit non mais c'est pas possible, donc là elle est morte et j'ai plus rien, pas de corps. Tu réalises sur le moment que ta vie elle sera plus jamais la même? Tu le réalises pas encore, hein, parce que tu n'arrives pas en fait à assimiler que elle sera plus là. Et et tu te mets à pleurer parce que tu sais, en fait ton cerveau il a l'information, mais comment dire, t'as une partie de toi qui veut pas y croire. Et ta mère? Et ton frère de 14 ans, c'est jeune, 14 ans. Mon frère de 14 ans, lui, le pauvre, alors lui, je pense, avec du recul, c'est celui qui m'a fait le plus de peine, parce que nous, on a extériorisé, on a pleuré, enfin, j'ai pleuré, parce qu'en étant la maman, ma mère a pleuré, mon papa, que j'ai jamais vu pleurer de toute ma vie. Donc, je l'ai pas vu pleurer, mais j'ai vu, quand il a mis sa main
dans la tête. Je suis montée dans le camion de pompiers parce que pareil, mon père, il voulait tuer le chauffeur. Donc pareil, la police, ils l'ont mis à part dans un camion. En plus, ils ont dit, calmez-vous monsieur, son cœur bat encore. Parce qu'il faut savoir que moi, quand je suis arrivée, effectivement, elle était morte. Mais quand les pompiers sont arrivés sur le lieu de l'accident, son cœur battait encore à ma fille. Mais Donc ça veut dire que ça n'avait pas touché les organes vitaux? pas du tout, si ça a touché, effectivement. C'est pour ça qu'ils n'ont pas pu la maintenir. D'accord, ok. Ça a touché, en fait, le centre médico-légal, quand il a fait son compte-rendu, donc de l'autopsie, elle a eu une hémorragie cérébrale, parce qu'en fait, le bus l'a percutée dans un premier temps. Et après la roue, en fait, elle l'a aspiré et il lui a roulé dessus, donc c'est une hémorragie au niveau abdominal, quoi, en gros. Et ils ont dit à ce moment-là, en tout cas, les médecins, que j'aurais pu avoir les meilleurs chirurgiens sur place, ils n'auraient rien pu faire pour la sauver. Donc toi, tu n'étais pas là. J'imagine que tu as posé tout un tas de questions à ta mère, à ton frère. C'est ça. En fait, mon frère, non, pas du tout, parce que je me suis dit, il a 14 ans, j'ai pas envie déjà que ça devait tourner en boucle, parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ma mère était à distance de ma fille, pas beaucoup, mais... Une quinzaine de mètres, je crois. C'est ça, une dizaine, quinzaine, mais vraiment... Sur le trottoir. On va dire, ma mère devant le grand... je sais pas comment on appelle ça. La ring light. Devant le ring light, et ma fille ici. Donc ma mère, elle lui laisse une distance parce qu'elle a vélo. Mais comme mon frère a 14 ans, il est jeune, lui il court, ben, il est vraiment derrière elle. Donc là, il fait quoi? Donc, par sécurité, c'est lui qui passe en premier, donc il fait cette traversée du centre technique. Shaima vient pour, à son tour, rentrer, sauf que pas de bol. Les deux coalitions entre le bus et ma fille. Donc en fait, les policiers, parce qu'eux, ils ont pu voir, il y avait une caméra de surveillance, et les policiers ont pu voir donc, toute la scène, ils m'ont dit, là, votre frère, c'est vraiment la caméra de surveillance, c'est ses yeux. Il a absolument tout vu. Donc je me suis dit, ah oui, le pauvre. Il pleurait pas, et donc je partais le voir. Alors moi, dans cet état-là, je devais réconforter ma mère et mon petit frère de 14 ans, parce que lui aussi, c'est un bébé, il faut pas l'oublier, il était au collège, il avait 13 ans. Plus et toi aussi, il faut pas t'oublier. C'est ça, j'avais 25 ans au moment des faits, même si aujourd'hui j'en ai 27, j'en avais 25. Oui, j'étais maman, mais sur le côté, voilà, j'étais étudiante comme mes autres copines, je passais des diplômes, j'avais encore cet esprit, en tout cas, encore écolier, entre guillemets. Et du coup, je lui dis, Hillel, ça va, tu vas bien? Il me dit oui. Mais pareil, donc il va poser la question à ma mère, il dit ouais, mais tout le monde pleure, moi j'arrive pas. Donc on lui dit, écoute, c'est pas parce que tu pleures pas que tu l'aimes pas. Donc déjà, il se mettait en question, il l'a pas extériorisé. Les policiers ont suggéré qu'il devait voir des psychologues, il a refusé. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, mon frère n'a jamais été vu par un psychologue. Moi, oui, mais genre 2-3 fois. Et puis, on était divergents sur ce qui s'était passé. C'était son avis et le mien. Ça ne coïncidait pas. Lui, à ce moment-là, il parlait d'homicide, moi de meurtre. Même si aujourd'hui, je l'entends, l'homicide involontaire. Au moment des faits, je ne l'entendais pas du tout parce que pour moi, c'était un trottoir. Tu montes sur un trottoir, t'es un meurtrier, tu ne fais pas attention, t'es un meurtrier. On va revenir sur le profil du conducteur du bus, on va revenir également sur l'après. Mais est-ce que tu poses à ta mère tout un tas de questions? Est-ce que tu lui demandes ce qui s'est passé? Pareil, avec beaucoup de pincettes, parce que je me dis, voilà, ça aurait été moi, ce serait la même chose. J'ai pas envie déjà, alors qu'elle a le poids de la culpabilité de... J'ai peut-être pas fait attention à la petite, alors que c'est pas le cas. C'était la grand-mère. Il faut savoir que j'étais en cours le matin. Moi, si j'avais pas l'aide de ma mère, j'aurais pas pu continuer mes études. J'aurais pas pu avoir le métier que j'ai aujourd'hui. Je pourrais pas exercer. Voilà. Et cet enfant, faut le faire vivre, faut le faire. Parce que j'ai eu aussi des personnes. Donc, comme tu peux le savoir, le Parisien a fait une interview. Et puis, tu as des personnes qui ont mis des commentaires. Bon, après, je sais que chaque personne a son avis, mais si c'était pour continuer tes études, fallait pas faire d'enfants. Oui, mais et les gens qui vont travailler, qui déposent leurs enfants à une nounou, ils font comment? En tout cas, j'ai trouvé ça vide de sens, pas très même dans une situation comme ça, les gens trouvent encore le moyen de laisser des commentaires de ce type-là. C'est incroyable. Donc je me suis dit, je vais même pas ni relever, ni lui répondre. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment pour bien... un enfant, ça se nourrit, il a besoin d'un... Demain, si je ne suis pas dans la capacité, les assistantes sociaux viennent et ils disent écoutez madame, vous n'êtes pas dans la mesure d'éduquer cet enfant, vous n'avez pas les moyens, donc on vous le récupère, c'est quoi, je reste à la maison. Et puis l'enfant, il s'éduque comment, il a besoin de... L'argent, c'est le nerf de la guerre, c'est connu, et il faut aller le chercher. Maintenant, c'est un choix personnel de continuer mes études, et 25 ans, c'était jeune, mais je pouvais aussi allier les deux. Ma mère,
devait la récupérer les soirs. Moi, je la déposais le matin. Ma mère la récupérait à 4h30. Et pareil, choix personnel, je voulais pas qu'elle reste au centre de loisirs parce que j'estimais qu'elle était mieux entourée et elle avait plus, en tout cas, Je vais te dire, Asma, tu n'as pas à te justifier là-dessus. Ah oui, non, mais bien sûr. Et c'est tout à ton honneur, justement, d'avoir poursuivi tes études. Et en plus, tu embrasses une très belle carrière dans le domaine de l'audit, si Oui, je ne me c'est ça. trompe pas, et de la Absolument. comptabilité. Donc, tu n'as vraiment pas à te justifier là-dessus. Mais je peux comprendre que tu te sois posé toutes ces questions-là. Et si j'avais été là, et si je ne l'avais pas confiée, Oui, par contre. et si elle était restée avec moi. Pas confiée, je me suis jamais dit ça, mais pourquoi je suis partie à l'école? Parce que ça, en fait, avant même qu'on me la soulève cette question, ben moi je me suis dit, oh non, j'aurais dû m'arrêter, j'aurais dû au moins attendre qu'elle ait 6-7 ans pour mieux comprendre en tout cas les dangers de... Mais en fait, si on revient à la réalité, sur un trottoir, elle était en sécurité. C'est pas comme si elle n'avait pas compris, puisqu'elle savait qu'il ne faut pas traverser s'il n'y avait pas d'adulte. Le temps que c'est vert, il ne faut pas traverser parce que voilà les couleurs. Mais à 3 ans, on ne peut pas donner cette responsabilité à un bébé. Ça, je l'entends. Mais maintenant, il est sur un trottoir. Moi, je lui ai jamais dit, Shaima, c'est toi qui dois faire attention. Si une voiture monte, ça ne m'aurait jamais traversé l'esprit si cette histoire ne me serait pas Tu peux arrivée. nous expliquer un petit peu l'environnement, comment ça se passait, la réputation de la rue? Je crois que c'était une rue qui était peu éclairée. C'était une rue dans laquelle Effectivement. les bus de la ville de Pantin venaient en fin de service pour se garer. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Et donc, ils sont obligés quelque part de passer un petit peu, d'amorcer sur le trottoir pour pouvoir rentrer dans leur sorte de hangar C'est ça. et ranger le bus, c'est ça. Exactement. Donc en fait, il faut savoir que la rue Cartier-Bresson, c'est une zone industrielle. À l'époque, il n'y avait que même si on a une zone pavillonnaire, ensuite mon bâtiment et puis à nouveau des sociétés. Et pour terminer en bas de cette rue-là, on a la caserne des pompiers. Elle n'était pas éclairée. J'ai des photos où on voit bien que le panneau, par exemple, enfin le poteau électrique donc, qui permettait d'éclairer, et ben, tu avais des câbles qui sortaient, donc très dangereux. Pareil, si un enfant mettait les mains, ben, il n'y avait que du scotch autour. Sauf qu'on voit ça que dans les pays défavorisés, qui ne sont pas... La France est une puissance. Donc comment la France, qui est une puissance, ne peut pas... c'est pas possible. Ça dépasse l'entendement. Mais à ce moment-là, nous, riverains, jamais on va se dire « Oh, ça c'est mal fait, donc allez, on va aller voir le maire. » Ou c'est pas coutumier. C'est-à-dire, pour rentrer dans les détails, il n'y avait pas de panneau indiquant des entrées et des sorties fréquentes de bus. C'est ça. Il n'y avait pas de feu. Pas de feu, pas d'angle mort, pas de miroir d'angle mort. Alors ça, on n'a pas besoin d'attendre des travaux pour pouvoir les installer. Pas de signalisation au sol. Pas de signalisation non au plus. sol. Pas de panneau indiquant une limitation de vitesse. Et non, pas du tout, pas du tout. Rien. Rien. Vraiment, cette rue-là était à l'abandon. Il y a des gens de la ville de Pantin qui ont fait des courriers au maire pour lui dire cette rue n'est pas sécurisée pour nos enfants. Je sais que l'ancien, ou peut-être celui qui est toujours actuellement, lui, le capitaine de la caserne des pompiers, qui à plusieurs reprises a fait des relances au maire pour lui dire cette rue n'est pas sécurisée et un jour on va avoir un accident. Et je sais que suite au décès à ma fille, il y a eu un deuxième accident sur cette rue-là, pourtant qu'il n'avait jamais connu, en tout cas ce jour d'accident mortel. Un cycliste a perdu la vie, donc peut-être 2 ou 3 mois après ma fille. Mais lui, du coup, sur la route, mais pareil, pas de signalisation, machin. Donc il est parti directement, mairie, pour dire, écoutez, taper du poing, c'est pas possible, on a 2 accidents mortels en l'espace de 3-4 mois, c'est pas possible. Et qu'est-ce qui a été fait ? Alors, au jour d'aujourd'hui, on est en 2023, mais sur l'année 2022, toute la rue a été remise à jour. Mais quand je vous dis à jour, c'est des panneaux, comment ça s'appelle ? Des marquages au sol. Des marquages au sol, donc le damier. Donc on a 2 damiers en sortie du centre technique. On a les passages cloutés pour les enfants sur un endroit où il n'y en avait pas avant, des feux. Des petits bonhommes qui indiquent qu'il y a des enfants qui vont à l'école. Parce qu'en fait, effectivement, un collège a été rajouté sur cette rue-là. Et je pense avoir fait... Oui, et donc ils ont multiplié les feux, donc excessives. Encore une fois, comme le Pantin-Pontine, non... on ne voit même pas l'utilité donc, de basculer pendant 1 an le Pantin-Pontine. Je trouve ça, pour ma part, vraiment ridicule. Donc ça, c'est à l'initiative, le changement de nom, de féminiser le nom de la ville de Pantin, c'est à l'initiative du maire qui s'appelle Bertrand Kern, qui a dit cette année, j'ai décidé de placer les vœux de la municipalité sous l'égide de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la lutte contre les violences faites aux femmes. Pourquoi tu fais un parallèle avec
Pantin-Pantine et ton histoire? Alors parce que c'est sa décision d'avoir changé Pantin-Pantine. Je ne parlerai pas de la partie non logique de 1 an. Ça veut dire qu'on va accorder aux gens pendant 1 an cette égalité, mais après on revient exactement avec les femmes. Mais après on revient aux coutumes où c'est entre guillemets l'homme qui prévaut la femme, en tout cas dans l'idée qu'ils veulent faire ressortir, alors que de base on dit déjà une ville, donc c'est déjà féminin. Soit, mais pourquoi je fais le lien? Parce que ce maire, avant de se préoccuper de l'égalité, c'est bien, hein. Je vais pas, en tout cas, c'est pas parce qu'il a manqué à un devoir qu'il va devoir donc prôner le sexisme ou ne pas faire entendre l'égalité homme-femme. Ok, c'est tout à son honneur, mais il y a bien de choses à faire et plus intelligent que Pantin-Pantine. Exemple, garder ses citoyens et ces gens donc de la ville de Pantin, ces Pantinois, en sécurité et en vie. Ma fille avait 3 ans, donc s'il avait mis la rue, parce que encore une fois, c'est sa décision à lui, s'il aurait dit, excusez-moi, s'il avait dit la rue n'est pas aux normes, attention, c'est pas normal, mes citoyens vont être en danger, les petits Pantinois, on aurait pu éviter ça. Et c'est pas comme s'il n'avait pas été prévenu, parce que ça, bien, encore une fois, je l'ai appris bien après que Bertrand Kern était au courant de la situation de cette... Tu l'as interpellé, le maire de la ville de Pantin? Alors, faut savoir que j'ai tenté de l'interpeller. Il n'est pas venu au décès de ma fille, alors qu'il avait pris, donc... pareil, hein, je trouve ça, encore une fois, désolant et un peu... Enfin, pour moi, c'est un manque de respect. Donc, il prend la peine de m'appeler, chose que j'ai trouvée à ce moment-là très remarquable. Oui, bonjour, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis désolée, j'aimerais vous accompagner, vous aider. Donc de belles paroles. Je me suis dit, c'est un bon maire, il mérite, c'est pas de sa faute en fait. À ce moment-là, je me suis dit, c'était un fonctionnaire de la ville de Pantin qui a commis l'accident, mais maintenant c'était en son nom propre. Je n'allais pas taper sur toutes les personnes qui auraient pu... Donc je me dis, voilà, un maire ça ne se connaît pas dans toutes les villes. Donc je le remercie et je lui dis qu'on ne peut rien faire. Hormis ressusciter ma fille, je ne vois pas ce qu'on peut me proposer. Il me dit non, mais en tout cas, mais je vous présente mes sincères condoléances. Quand est-ce qu'aura lieu en tout cas, il sous-entendait qu'il serait présent. Et puis au final, avec ses excuses, j'ai un gros panneau de fleurs. Donc tu ne peux même pas te déplacer pour le décès, qui est notamment, au jour d'aujourd'hui, on le sait, je ne dirais pas si c'est de sa faute, parce que c'était son rôle de maire, parce qu'en fait quand on décide, quand on se présente en tant que maire et qu'on a envie d'occuper cette fonction, il a des droits, mais il a aussi des devoirs qui s'incombent à lui, et il aurait dû se dire, là, mon rôle, mon devoir, c'est de protéger les Pantinois, mon devoir, c'est de mettre cette rue aux normes, chose qui n'a même pas été fait. Donc il ne vient pas, il envoie une petite carte, les fleurs, très bien. Même ça, je n'avais pas relevé, je n'avais même pas vu à ce moment-là le manque de finesse, parce que c'est à petite échelle un politicien, quoi qu'on puisse en dire, mais là, il manque un peu, pour moi, de finesse, de beaucoup trop de choses. Et je me dis, mais c'est pas possible. Donc je l'appelle, je lui dis, écoutez, moi je vous demande rien. Mes parents sont propriétaires. Moi, j'ai fait des études pour ne jamais avoir besoin de la partie sociale, puisque moi, mes parents, voilà, ils nous ont toujours... vous allez à l'école, vous allez avoir des métiers qui vont faire en sorte que vous n'aurez pas de difficultés comme ça financières. Et les logements sociaux, c'est vraiment pour les personnes qui ont des problèmes. Et moi, à ce moment-là, vraiment, j'étais dans... Je vais acheter des biens, j'avais une optique et je voulais faire des choses. Et c'est toujours d'actualité, mais je les ai un peu mis en décalé. Et puis, donc, je lui demande juste de l'aide. Je lui dis, écoutez, comme vous savez, l'accident a eu lieu. Donc, j'ai parlé à ce moment-là à son cabinet du maire. C'était... au secrétaire, peut-être? Secrétaire, c'est ça. Merzy. Donc, monsieur Merzy, pareil, m'accueille. Oui, le maire, alors j'ai appris que vous vouliez un appartement. Je lui dis, alors comme vous savez, c'est moi la maman, mais moi je vivais encore chez mes parents, avec ma fille, mes sœurs et mon frère de 14 ans qui a vu toute la semaine. Donc,
oui, c'est bien de penser à moi, mais je devais encore, comme une fois, je disais, donc penser à mon frère qui n'avait que 14 ans, qui est au collège, qui commençait à présenter donc, il commençait à être violent. Et je sais que, par exemple, j'ai une petite anecdote, la fille de ma cousine est venue à la maison, mon frère qui n'a jamais été... Enfin, c'est quelqu'un qui aime beaucoup lire, rien à voir avec nous, mais qui aime beaucoup lire, très... très bibliothèque en fait. Il aime beaucoup la partie intellectuelle voilà, et pas du tout. Et là, il commence à se désintéresser de l'école. Chose qui peut se comprendre, mais les profs quand même, ils convoquent mes parents. On peut comprendre ce qu'il a vécu, Hilal, mais son comportement part en totale dérision. Donc mes parents essaient de parler avec lui, qu'est-ce qu'il y a machin. Donc la fille de ma cousine vient et je sais pas ce qu'elle lui fait une petite blague. Il la prend super mal et il lui rentre une gifle dans le visage. Nous, ce qui nous avait choqué, donc ma cousine, à ce moment-là, donc elle prend sa fille, elle lui dit non, tu n'aurais pas dû faire ça et tout, donc pas de désaccord, on s'est excusé. D'ailleurs, je dis à ma cousine, je suis désolée, mais là, même à l'école, il est violent, donc il fait preuve d'actes de violence. Donc je pense que lui, il l'extériorisait de cette manière, même si c'était pas la bonne. Après, donc au maire, donc je lui fais, pas, en tout cas pas au maire, mais pour moi, en tout cas, si le cabinet du maire, donc le secrétaire du maire, prenait la peine, c'est qu'il relayait les informations. Donc je lui dis, voilà, effectivement, il y a moi, il y a ma famille, donc est-ce qu'on pourrait juste avoir un appartement le temps que mon père, parce qu'il était propriétaire de plusieurs biens immobiliers, le temps qu'il fasse la vente, pas brader pour partir, pas, surtout qu'en plus c'est la crise Covid, voilà, c'est un très bon emplacement. Pantin, comme s'il y a le Grand Paris, le collège qu'il venait de se faire, le bien ne peut prendre que de la valeur. Et moi, il était hors de question que je dise à mon père, tout le travail que tu as fait toute ta vie, hop, ça va aller à la poubelle parce que ma fille, non. En fait, déjà qu'ils avaient pris en fait, déjà cette responsabilité de me laisser me permettre à moi de faire mes études, de gérer la petite pendant que je n'étais pas là, je suis désolée, payer une nounou au jour d'aujourd'hui, les gens n'y arrivent pas, demandent des aides à l'État. Le centre de loisirs, pareil, il faut le payer. Enfin, moi, quand elle avait 0 à 3, ben, je ne pouvais pas demander le centre de loisirs, heureusement, donc encore une fois, mes parents. Et là, donc ils me disent oui, mais c'est très compliqué. Vous savez, les F5, parce que on était une grande famille, c'est très compliqué, machin. Donc nous, on leur simplifie, on dit bah écoutez, c'est pas grave, 2 appartements séparés, mais essayez de pas nous mettre loin des autres, parce que c'est un moment qui est très dur émotionnellement. On a besoin quand même de rester unis, donc pas de nous mettre une à Pantin et puis l'autre, je sais pas moi, parce que comme les villes s'entendent entre elles et qu'il peut y avoir, on peut se donner à Pantin et l'autre à Bondy, donc on a juste demandé au moins, voilà, dans le même bâtiment, un truc vraiment côte à côte. Oui, mais même ça, c'est compliqué. Donc, je leur dis, vous voulez quoi? Et au final, au bout d'un an, donc je retourne les voir, je dis, vous savez quoi? Au final, je ne vais pas vous embêter plus. J'ai vraiment besoin d'un appartement pour moi. J'allais prendre 1 ou 2 de mes sœurs, mais vraiment, voilà, pour bien me concentrer et pouvoir aller un peu de l'avant. Et pas du tout. Donc moi, j'ai arrêté. On m'a proposé, donc je ne vais pas dire qu'on ne m'a pas proposé, donc on m'a proposé le premier appartement exécrable. Moi qui ai vécu dans un confort sans nom, on me propose un appartement, donc c'était un F2 le premier. On va mettre comment? Alors, ils savaient, alors sur le premier, on n'avait pas fait encore la concession de moi toute seule. C'était avec ma famille. Comment on va mettre 5 personnes dans la famille? Ils ont dit non, mais officiellement, on dira que c'est truc. Après, si vous voulez être à 5 à l'intérieur, vous pouvez, mais vous pensez qu'on va mettre toutes les personnes? Donc il y avait l'officiel et l'officieux. Donc déjà, ils jouaient sur un tableau. Oui, on vous a donné. Donc c'était juste pour se donner bonne figure. Oui, on vous a donné, regardez. Mais c'est pas, il n'est pas décent, c'est pas, on est 7. Donc comment on va faire? Je l'ai refusé. Parce que tu ne voulais plus vivre dans l'appartement de cette rue. Exactement. Parce que en fait, c'était tous les matins. Je descends pour aller au travail. Donc je travaille à Porte de Vincennes. Donc paf, je descends, je prends le tram. Comment je fais? Je fais tout le tour pour arriver. Et à ce moment-là, vous étiez en procédure? Tu avais déjà porté plainte? J'avais porté plainte, effectivement, contre à ce le moment-là. chauffeur, Contre donc le pour chauffeur. homicide involontaire. C'est ça, absolument. Ok. T'es jamais allé au tribunal? Non, jamais, parce que ça a été classé sans suite. Ça tu l'as vécu comment? Du coup, j'ai enchaîné les déceptions entre le maire qui ne m'aide pas, donc j'ai été confrontée encore une fois à cette difficulté à moi toute seule. Ensuite, deuxième coup, j'apprends que ça a été classé sans suite. Je me dis, mais pour manque d'informations, c'est ça? Pour manque d'insuffisance, ouais, c'est ça. D'éléments donc insuffisants à l'enquête. Donc encore une fois, ils auraient voulu avoir quoi comme élément suffisant au-delà du corps d'une petite fille sur un trottoir? Comment on peut qualifier un classement sans suite mais j'essaie même de pensée juridique. Donc je suis demain législateur,
je me dis, bon, moi, une personne qui décède comme ça sur le trottoir, alors qu'on sait que le trottoir, des articles d'ailleurs de code de la route disent que tout chauffeur, donc je ne connais pas le numéro de l'article exact, mais je sais qu'il y a un article déjà qui dit que toute personne qui s'approche, en parlant du véhicule, hein, qui s'approche d'un trottoir, doit faire preuve de vigilance et s'assurer qu'il n'y ait personne, et dans un cas plus précis, se faire entendre, donc faire entendre qu'il est présent, klaxonner, faire quelque chose. Rien n'a été fait. Vous avez fait une requête? Vous avez demandé un recours? Oui, alors, comment ça s'est fait? Donc, une fois que... parce que, pareil, là où j'apprends, donc moi, je me suis dit... Donc, j'ai fait un courrier... Enfin, j'ai fait un mail à mon avocat. Je dis, je ne comprends pas cette décision. C'est inacceptable qu'on classe sans suite, alors que... parce que j'ai eu l'information officieuse, encore une fois, c'était pas officiel, donc je ne pouvais pas aller devant le procureur moi-même, dire taper du poing, dire... voilà, parce que ça restait de l'oral, alors qu'on sait qu'en droit, il faut prouver les choses. Et là, il y avait une vidéo. Mais à ce moment-là, en fait, quand j'avais demandé à la voir au moment du décès de ma fille, au départ, on m'a dit oui, tu peux venir la voir. Donc pareil, encore une fois, on me dit oui, tel jour, vous pouvez venir au commissariat, vous allez voir la vidéo. Donc je me déplace, je vais au commissariat. Et au final, quand j'arrive là-bas, on me dit ah bah non, finalement, vous pouvez pas la voir. Donc pourquoi vous me faites venir en fait? Pour pas venir la voir? Donc je dis pourquoi je peux pas la voir? C'est ma fille qui est dessus. Oui, mais c'est une pièce sous scellée. Du coup, vous pouvez pas... Mais c'est une pièce qui n'a jamais été exploitée non, dans le cadre d'un procès. Et dans le cadre d'un procès, non, elle n'a pas été exploitée. Maintenant, le procureur a dû l'avoir. Parce que le procureur a demandé une enquête. Exactement. Et là, les policiers, eux, qui ont fait l'enquête, et je mets bien des guillemets parce qu'eux, ils font la première enquête que le procureur demande, ils lui font monter les éléments. Une des personnes du commissariat me prend à partie, me dit écoute, je ne t'ai jamais donné cette information, mais dans la vidéo, le chauffeur ne marque pas l'arrêt, il glisse l'arrêt. N'ayant pas le code, je ne savais même pas ce que ça veut dire. Il glisse l'arrêt. Stop. C'était le stop. Je me dis, attends mince, si elle met le doigt sur ce détail, c'est que c'est important. Donc je me dis, c'est sûr que le procès il va être positif et en tout cas, on va pouvoir m'expliquer. Donc à ce moment-là, encore, je ne cherchais que des explications. Oui, parce que c'est ce que je t'ai entendu dire dans une vidéo du Parisien. Tu disais, d'ailleurs c'était très, très émouvant, tu disais mon but n'est pas de le faire coffrer, n'est pas qu'il soit écroué en prison pour je ne sais pas combien de temps ou autre. Tu disais, je peux entendre que c'est un homicide involontaire. Je peux entendre qu'il n'a pas, que c'était bien sûr pas sa volonté. Et ça n'enlèvera jamais ta douleur. Mais tu n'étais pas dans cette optique-là, si je ne me trompe pas. Oui, tu voulais juste, pour ta fille, et tu l'as dit, ça m'a crevé le cœur quand tu l'as dit dans cette vidéo, tu as dit, moi, qu'est-ce que je dirais à ma fille? Ouais, qu'est-ce que je dirais à Shaima, que j'ai rien fait pour elle, que j'ai pas essayé? Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est... Comme si c'était ton devoir. Oui, bah, en fait, c'est pas comme si c'est mon devoir. En tant que mère, nos enfants, c'est des bébés, ils sont là, ils sont à la merci de tout, et c'est à nous de les protéger, c'est à nous de les éduquer, c'est à nous de faire en sorte que ce soit de bonnes personnes. Bah alors pourquoi dans ce cas-là classer sans suite? Je te la pose la question sincèrement. Bah, honnêtement, je ne le comprends pas. Au jour d'aujourd'hui, déjà, je ne comprends pas le classement sans suite, même si j'ai une idée, et pour moi, c'est le maire. Et attention, à ce moment-là, pareil, je n'avais pas porté plainte contre le maire. Même si au jour d'aujourd'hui, oui, effectivement, je commence à mettre en place, à voir... comment dire, parce que comme ils ont classé sans suite cette affaire-là... C'est-à-dire tu voudrais porter plainte contre le maire? Et là, à ce moment-là, contre le maire, parce qu'au moment des faits... Bah oui, parce qu'au moment des faits, moi, comme je te l'ai expliqué, Sam, pour moi, le maire n'avait pas de responsabilité. C'est un accident qui n'engageait que le chauffeur et ma fille. Mais si, effectivement, un chauffeur, on est en hiver, on ne lui met pas les dispositions... Les miroirs d'angle mort. On ne le met pas dans les bonnes dispositions pour travailler. Comment cet homme-là, on peut lui faire porter le chapeau à lui tout seul et lui dire « Ah bah l'homicide involontaire, c'est vous et vous seul qui allez en prendre la charge ». Tu lui as parlé à ce conducteur de bus? Non, je ne lui ai pas parlé à ce conducteur. Tu l'as vu? Pas du tout, pas du tout. Alors je ne sais ni à quoi il ressemble, je ne lui ai pas parlé. Tu sais comment il a réagi? Alors, de mes parents, de mes sœurs et de ma mère, quand ma mère a accouru pour stopper le bus, il n'a pas compris ce qui se passait. Donc elle lui faisait des grands gestes, stop, et elle s'est jetée sous le bus pour retirer ma fille. Donc lui, il descend. Donc déjà, parce que je vais donner une autre information, mais quand ma mère s'est jetée, donc retiens bien cette partie-là, donc ma mère s'est jetée, le conducteur n'a même pas eu le temps de descendre que ma mère était déjà sous
sous le bus en train d'essayer de... Donc il dit qu'est-ce qu'il y a et les gens lui disent t'as écrasé une petite fille. Du coup, il remonte, apparemment dans les bus, il y a un levier exprès pour remonter un peu le châssis comment on appelle ça, du bus. Et puis ma mère retire Shaima, qui était encore à ce moment-là dans les vapes, mais encore en vie. Et elle la dépose. Et là, à ce moment-là, quand il réalise, donc il fait le déplacement, il voit ma fille, lui, son métier, c'est d'emmener ces enfants-là à la piscine. Donc déjà, c'est je pense, un milieu qu'il a choisi. Et il a été, parce qu'il était bientôt à la carrière, comment on appelle ça, il était bientôt à la retraite, exactement, c'était la fin de sa carrière. Donc je pense qu'une bonne partie de sa vie, il l'a dédiée à ces enfants-là, donc qui ont entre 3 ans jusqu'à 10-12 ans pour les sorties scolaires. Je pense que pour lui, encore une fois, je ne me mettrai jamais à sa place, parce qu'on m'a aussi posé cette question de oui, mais mets-toi à la place du chauffeur. Non, je ne vais pas me mettre à la place du chauffeur, parce que lui, au jour d'aujourd'hui, il a sa famille, il a ses petits-enfants, il peut les voir. Ma mère, elle a plus sa petite fille. Moi, j'ai plus. Lui, ses enfants, ils sont encore en vie. Donc, déjà, me mettre dans cette position, je trouve ça très désolant, parce qu'encore une fois, on m'a dit oui, vous, ce qui vous intéresse, c'est pauvre chauffeur, un accident, ça arrive. Oui, mais pauvre chauffeur, ok. Pauvre chauffeur, ok. Je veux bien que ce soit pas facile de vivre avec le sentiment d'avoir la mort, même si c'est involontaire. Le fait de dire involontaire, il va se dire ok, c'était pas voulu. Donc pour revenir à cette vidéo, j'avais dit, je pense que lui, comme il s'est pas dit tiens, à la fin de ma journée, si j'ai écrasé un petit enfant, oui, allez hop. Parce qu'on n'est pas sur le profil d'un chauffard, il n'était pas alcoolisé, il n'y avait pas de drogue dans son sang. Encore une fois, même si, donc je vais donner même les éléments qui peuvent défendre et pour vraiment montrer que j'ai pas d'acharnement. De toute façon, à ce moment-là, j'avais de l'acharnement contre personne, je voulais comprendre. Bien sûr. Et effectivement, donc s'il était responsable à 100% et qu'il avait bu de l'alcool, que machin, oui, effectivement, je pense que je n'aurais même pas fait appel à la justice, que je me serais occupée de lui, de moi à voilà. Et pourtant, tu as bien porté plainte contre lui pour homicide involontaire. Et ça, c'était légitime. Ça, c'était légitime. Mais tu n'avais pas pensé à la ville. Mais j'ai pas pensé à la ville, j'ai pas pensé au fait qu'on lui avait pas mis de miroir, j'ai pas pensé au fait que effectivement on est en hiver, il va mal voir. Pour moi c'était un humain, voilà, machin. Mais effectivement, si on ne donne pas aux personnes les moyens de travailler dans les bonnes conditions, on ne peut pas leur dire vous allez vivre tout seul avec donc ce la sentiment. ville, Pour donc moi, la le mairie. maire, quand lui il va dormir avec toute sa famille qui est vivante et moi qui me laisse, qui ne se présente même pas alors que elle est partagée, il devrait autant partager le sentiment de culpabilité d'avoir la mort d'un bébé de 3 ans sur la conscience, tout autant que le... Et mon but, encore une fois, c'est pas de voir le maire accablé, voilà, non, il reconnaît ses torts. Alors, au lieu de faire... Parce que pour moi, je pense maintenant, je veux pas alléguer non plus de fausses informations, mais pour moi, c'est comme c'est étatique, c'est le maire, il fait jouer de ses relations, hop, on classe sans suite. Encore une fois, c'est des éléments qu'on va donner comme ça de manière orale. Je n'ai pas de preuves pour affirmer que c'est bien le maire qui a appuyé, machin. C'est-à-dire pour couvrir quoi? La responsabilité potentielle d'une ville? Mais bien sûr, la responsabilité d'une ville et d'une mairie. Parce que si on cherche, parce que moi, en fait, je suis tellement dans cette recherche et dans cette quête de compréhension, j'essaie de me dire... Pourquoi finalement, donc la première c'était comment ça se fait que l'accident a eu lieu alors que c'est sur un trottoir, c'est juste à côté de chez moi, c'est incompréhensible. Pourquoi elle est morte? Pourquoi elle avait 3 ans? Oui, ok, il y a ma responsabilité. Sur le moment des faits, je vais parler sur le moment des faits, mon ressentiment et pourquoi je suis allée porter plainte contre le chauffeur, c'était oui, moi aussi peut-être j'ai ma part de responsabilité, machin, mais au-delà de ça, voilà, il a tué ma fille. Ok, il a tué ma fille, on me fait entendre qu'un accident reste un accident, mais même, on va dire, le droit, si on revient sur la partie judiciaire, et il faut revenir malheureusement sur la partie judiciaire et pas la partie humaine, parce qu'à ce moment-là, on reviendra à l'anarchie. Cette rue était-elle assez sécurisée? Cette rue, ce qui devait être fait a-t-il été fait en temps? C'est ça, mais au-delà de ça... C'est des questions auxquelles il faudrait répondre. Ça. Mais au-delà de ça, n'importe quel avocat vous le dira, qui a un minimum... bon dans les accidents routiers, il vous dira qu'il y a l'accident effectivement mortel, donc voilà, c'est un accident, ça arrive, mais à partir du moment où on n'arrive pas à prouver la faute, l'indulgence et comment on appelle ça, et le fait de ne pas avoir fait attention. Voilà, ces trois-là. Si ces 3 éléments ne sont pas prouvés, c'est un accident mortel de la circulation, on classe l'affaire, il y a un procès, en tout cas on fait entendre aux familles. Moi à ce moment-là, au début de cette affaire, je ne cherchais que l'explication. Plus on avance, plus je me dis « Ah, donc il y a une vidéo. Il ne marque pas. Il est effectivement bien responsable. » Parce qu'à ce moment-là, ce n'est pas le maire qui était à sa place pour ne pas avoir marqué l'arrêt. Maintenant, lui, il dit qu'on ne voyait pas dans ses angles morts ma fille. C'est pour ça qu'il a roulé, parce qu'il ne la voyait pas. Oui, mais après l'accident... Si on avait mis les angles morts, les miroirs d'angle mort, Sam, là, il aurait vu ma fille.
Potentiellement, oui. C'est ça. Mais moi, ce que je vois, c'est... J'essaie de regarder les faits. Oui, Et ce que je vois, c'est qu'après cette tragédie, la rue, elle a été remaniée. Tu le disais tout à l'heure, on le disait, il y a eu des bonhommes pour sensibiliser aux enfants qui sortent de l'école, etc. Il y a eu un passage piéton, il y a eu un damier qui a été mis à l'endroit où le bus passe, il y a eu un feu, il y a eu une limitation de vitesse. Absolument. Tout ça, ça n'y était pas avant. Bah non. Bon, je vais te poser une question claire et cash. Quelque part, est-ce que c'est pas un aveu indirect. de défaut ça. indirect un défaut. de ceux qui décident de comment sécuriser une rue, donc une mairie? Absolument. Parce que c'est pas nous, citoyens, déjà on paye des impôts. C'est pour qu'ils nous mettent à jour nos rues, parce qu'ils nous prennent ces impôts, ils te disent oui, mais c'est pour, pour les travaux, c'est pour que vous soyez en bonne condition. Mais en fait, mes impôts, ils partent où? Mes impôts, ils partent où? Qu'est-ce que tu attends aujourd'hui de la ville de Pantin? Qu'est-ce que tu attends du maire? Et après, je te parlerai, on clôturera en parlant de la pétition. Très bien. Alors, au jour d'aujourd'hui, j'attends plus rien du maire. Ce que j'attends au jour d'aujourd'hui, c'est de la justice. Que la justice fasse son travail de justice. Le mot justice est à prendre avec beaucoup de pincettes. Ce que j'attends réellement, c'est que la justice rende un jugement, tel qu'il soit, mais que j'ai le droit à un procès déjà. Le fait de me qualifier sans, comment dire, de qualifier de ça de dossier classé sans suite, je trouve ça aberrant. Donc soit qu'il réouvre déjà, l'enquête. J'ai fait donc un recours auprès du procureur général parce que lui, il est au-dessus, donc hiérarchiquement, et il est à Paris. Lui, quand il va étudier le dossier avec les annotations de mon avocat, il va voir qu'il y a effectivement des anomalies. Soit il va confirmer la décision de classement sans suite. C'est ça. Soit il va décider, il va dire hop, là effectivement, je il réouvre l'enquête. Et un procès aura bien lieu. Alors comment nous, on peut t'aider avec ma communauté? Est-ce que c'est au travers du lien de la pétition que je mets dans la description de cette vidéo qui te servira pour pouvoir faire du poids, quoi? Oui, déjà cette pétition, si on l'a fait, c'est pour avoir du poids et pour pouvoir montrer que beaucoup de personnes sont touchées, même si c'est pas leur... Ok. Voilà. Alors premièrement, le lien, il est cliquable, il est dans la description de cette vidéo. Si vous voulez soutenir Asma et Shaima aussi, allez-y. On la signe, cette pétition. Ok. Ensuite, comment tu souhaites, Asma, conclure? J'aimerais vraiment t'offrir encore une fois les mots de la fin. Les mots de la fin, c'est si jamais un maire d'une autre ville, qu'il ne terre pas une histoire aussi triste que celle-ci, parce qu'un accident, effectivement, ça arrive à n'importe qui, au meilleur d'entre nous, mais qu'il ne terre pas cette histoire, qu'il donne de la valeur à chaque personne, à chaque citoyen, sans regarder de quelle famille il vient, sans regarder la position financière. Vraiment traiter les gens de manière égalitaire, parce que ça aurait été le fils du procureur qui serait décédé, le procureur n'aurait jamais classé sans suite. Ça aurait été le fils du maire, le maire en aurait fait une histoire qui aurait pris des proportions inimaginables, qu'il reconnaisse. Ça aurait été mieux si, lors d'un procès, sans que le procureur ne classe ensuite, si ce n'est pas effectivement, et que je me trompe, et j'aimerais me tromper, que ce n'est pas l'effet du maire qui demande à ce qu'on classe ensuite, et en tout cas qui fait jouer ses relations. Ça, c'est le fruit de tes suppositions, et elles peuvent être légitimes quand on vit ce que tu as vécu. Elles peuvent être probantes ou non, d'ailleurs, mais si c'est que l'avis du procureur, le procureur qui revoit comment il peut dormir le soir en disant « j'ai classé une affaire sans suite », alors que j'avais des éléments qui prouvaient que cette femme aurait dû avoir un procès, toutes ces personnes-là, lors d'un procès, s'excuser, on est désolé, c'est vrai que ça va pas me la ramener à la vie, mais ça va conforter la personne parce qu'elle subit un traumatisme incroyable. La vie de la personne change, parce que ma vie a changé. Certaines personnes, le week-end, à part truc, moi je vais au cimetière, par exemple. Voilà. Y a des choses, voilà, où des excuses, des personnes responsables, si chacun reconnaît ses torts, ça met du baume au cœur, ça n'enlève en rien ce qui Quel est s'est le passé. message que tu aimerais passer aujourd'hui à la justice, au maire de Pantin, s'il te regarde? Que chacun... Parce qu'on choisit les métiers où on atterrit, on part du principe qu'on les choisit. Si on est là, on doit endosser la responsabilité du métier ou de la fonction qu'on occupe. En tant que maire, je peux comprendre qu'on fasse des fautes, mais demander le pardon n'a jamais été rabaissant ou ne serait-ce que vous n'allez pas perdre un bras, une jambe, ça va aider à reconforter les familles, comme par exemple le petit Yanis, qui a perdu pareil la vie alors qu'il avait rien demandé à personne, qu'il était pareil sur un passage clouté.
si je pense la personne, au lieu de dire c'est un oiseau, je pensais machin, encore une fois, là c'est mon avis personnel, si cette femme-là, cette bonne femme, se serait excusée, qu'elle aurait montré un repentir sincère. Donc là, tu parles de l'histoire de Yanis, le fils de Hakim. Très bien, ouais, c'est ça, absolument. Si cette femme-là aurait montré un repentir sincère, on ne chercherait pas en fait, on cherche uniquement que le... Et je dis on parce que je parle de Hakim, notamment du fait, je parlerai au nom de personne, mais chaque personne, je pense, quand il perd une personne, que ce soit un enfant, un père, une mère, dans des situations comme ça dramatiques, Sam, il cherche, je pense, que la justice fasse son travail et qu'on rende aux gens un minimum de ce qu'ils ont perdu, c'est-à-dire la dignité de soi et ne pas les... En fait, là, il y a une double peine. Ma fille meurt et une deuxième fois, en fait, on me dit, eh ben non, en fait, elle meurt et on lui donne même pas cette considération. Et ça. Pour que la requête soit entendue, j'invite encore une fois toutes les personnes qui sont en train de nous regarder à se rendre dans la description de cette vidéo, à aller sur le lien cliquable, à te soutenir parce que ça apportera de la force, ça apportera du poids pour, j'espère, cette réouverture d'enquête et que tu puisses avoir un procès digne de ce nom. Voilà, pour la mémoire de ta fille et pour ton combat, Asma. Merci beaucoup. Très courageuse, Asma, de témoigner 3 ans après avec autant de ferveur et autant d'accueil de tes émotions. En fait, j'ai pas le choix, ça. Si c'est pas moi, qui va le faire? Je sais bien. Voilà. Je sais bien. Après, oui, ce qu'on ne voit pas, c'est l'appui de la famille. Les gens aussi que je connais pas. Il y a notamment, tu dois le connaître, Eddy. Oui. C'est une personnalité publique. Pourquoi je parle de lui? Parce que c'est vraiment une personnalité du coup qui a une forte visibilité. Et il a pris, en fait je l'ai croisé sur les Champs-Élysées et tu as des personnes qui vont pas répondre, pareil, qui ont des fortes visibilités, qui voient l'histoire, donc ils te laissent en vue ou qui vont te dire oui, mais qui ne partagent pas. Et lui pourtant, il aurait pu dire ouais, non, ça ne m'intéresse pas cette histoire, et pas du tout, il l'a partagé, il s'est abonné. Il m'a dit, bon là dès que je rentre, et 2-3 jours, il m'a dit voilà, je vais essayer de parler à un tel. Rien que le fait de partager, parce qu'il a compris, il m'a dit mais en plus tu habites juste à côté de, parce que moi je suis de Pantin, lui d'Aubervilliers, il m'a dit ouais non mais c'est... En fait, c'est pas de ma famille, mais des personnes comme ça qui ont une... Et tu t'attends pas, parce que quand tu dis c'est ta famille, c'est l'élément de ta famille, parce que c'est bien beau de taper pareil sur les personnalités publiques quand machin, mais là quand ils font un geste, pour moi, honorable, c'est un geste humain, c'est de la fraternité entre tout humain en fait. Demain ça aurait été un Chinois, un Allemand, voilà, qui s'il parlerait dans notre langue et que je comprends qu'il a perdu quelque chose et qu'il partage, tu n'as envie que de le remercier. Du coup moi je le remercie du fond du cœur parce que en fait c'est une personnalité publique qui a assez de visibilité et les gens le suivent, et donc j'ai eu pas mal de repartages suite à la diffusion de Eddy sur ses comptes sociaux. C'est pas le seul, hein, il y en a plusieurs aussi, hein. Boya par exemple, comment elle s'appelle, Lina Mayem, pas mal de personnes comme ça qui ont... Mais quand je parle pourquoi Eddy m'a vraiment marqué, parce que c'est une personne de télé-réalité, ils ont cette image des fois néfaste ou pas, hein, mais ils ont fait l'effort, alors que tu as des personnes qui ont moins de visibilité, et ben ils se déchargent. Et donc en fait ça fait chaud. Bah là c'est ça, on revient au... Les gens ont ce... C'est comme si en fait ils compatissaient à ta peine et ça te conforte un peu dans... Ça fait du bien. C'est ça. Voilà. Absolument. Merci beaucoup Sam. C'est moi accueilli qui te remercie pour ta confiance, donné la parole. Asma, et j'espère que le fait de contribuer à ma petite échelle à porter ta parole pourra t'aider dans ce combat que tu as entrepris depuis 3 ans malgré toi. Il ne faut pas oublier le Pantin-Pantine parce que je suis là... Non, on n'oublie pas le Pantin-Pantine. Voilà. Merci de nous avoir suivis, merci d'avoir suivi l'histoire d'Asma. Tu continues de me donner des nouvelles. Hein. Oui, bien sûr. Ça, d'accord. Dès qu'il y a du changement. Dès qu'il y a une amélioration, je te le dis, voilà, regarde, j'ai pu avoir, je serai là. Que ce soit positif ou négatif. Allez, on fait comme ça. Beaucoup. Je redis, le lien de la pétition, il est dans la description de cette vidéo. Prenez soin de vous et on se retrouve très prochainement. À bientôt.